Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous demande donc d'accueillir l'équipe. Mais on a un petit problème. Ah voilà. Je vous demande donc d'accueillir l'équipe d'Alpha, donc Julia Ducournau, qui est donc la réalisatrice. Le comédien Tahar Rahim. La jeune et merveilleuse comédienne Mélissa Boros. Le très sensible comédien dans le film Finnegan Oldfield. Merci beaucoup. Le compositeur et sound designer Séverin Favrio, et ça c'est très important aussi. Le compositeur Jim Williams. Le producteur Eric Altmaier. Et le producteur Jean-Rachid Kalouche. Et j'en profite aussi pour saluer Emma Mackey et Golshifteh Farahani qui ont dû repartir pour des raisons de tournage. On les applaudit aussi. Et bien sûr, toute une partie de l'équipe qui est là aussi devant nous, mais tout le monde ne pouvait pas être... voilà. J'ai fait une erreur. Jean-Christophe Bouzy. Ah, excusez-moi, oui, j'ai fait une erreur. Le monteur Jean-Christophe Bouzy. Merci. Excusez-moi, je suis désolée. Donc, en fait, il y a beaucoup de questions, mais moi, je vais commencer par en poser une, parce que ce film est absolument bouleversant. C'est un film d'orage, donc ça tombe bien aujourd'hui, je trouve. Et j'ai rarement vu un film avec autant de points d'entrée où on pouvait se poser la question des sujets. Et il y en a un qui me bouleverse particulièrement, c'est le choix de l'amour inconditionnel, de l'amour fou d'un être pour un autre, en l'occurrence une fratrie, avec en son cœur une adolescente. Et je voulais savoir qu'est-ce qui a déclenché ce choix de cet amour entre un frère et une sœur, et puis cette jeune fille. C'est une bonne question. Je crois que déjà, le thème de l'amour inconditionnel, c'est un thème qui traversait déjà mes deux précédents films. Je crois que malgré la noirceur de mes films, je suis une éternelle optimiste. Même si ça me prêtait à rire, mais c'est vrai. Je crois très fort et de plus en plus aujourd'hui, que l'amour est un acte de résistance. Et en tout cas, c'est vraiment... Il n'y a que là-dessus, à certains moments de nos vies ou à certains moments de l'histoire, en ce qui concerne la société plus généralement, où c'est la seule chose à laquelle on peut se raccrocher. Et c'est déjà énorme, hein, en fait. Et ça peut changer énormément de choses. La raison pour laquelle, en fait, j'ai choisi de traiter une fratrie et puis une histoire aussi de mère et de fille, c'est parce que, en fait, je voulais essayer de faire ressentir ce que pouvait être un trauma qui se transposait, qui se transférait de génération en génération, à partir du moment où la douleur n'était pas digérée, où le deuil n'a pas été fait, où la mort est devenue quelque chose de tabou, et donc qui fait qu'il n'y a en fait aucune résolution à la souffrance. Je crois sincèrement que ce n'est que, en fait, dans l'acceptation, dans le laisser partir, en fait, que l'on peut cesser ce cycle-là. Mais évidemment, ici, ça s'applique très fortement à la famille. Mais pour moi, la famille et la société, ça fonctionne de la même manière. Et je pense que ça s'applique extrêmement fort à ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on sent bien qu'on est dans un cycle en ce moment. C'est un cycle qui est sidérant, qui est effrayant, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas si on a les armes, on ne sait pas comment faire. Et je pense que c'est vraiment le cas de tout le monde. Et évidemment, pour moi, ça a été une manière, en fait, je crois, de catharsiser cette peur-là
en la traitant au sein de cette famille-là et en la traitant aussi dans un film d'époque, entre guillemets, puisqu'on on parle d'un passé dans lequel chacun voit ce qu'il voit, mais bon, nous ne sommes pas aujourd'hui. Et je crois que cette transposition-là m'a aidé à avoir une distance que je n'ai absolument pas aujourd'hui, compte tenu de l'état de sidération dans lequel nous sommes tous. Oui, c'est un grand film de fracas, c'est un grand film de bataille, mais c'est en aucun cas un film de chaos. Au contraire, c'est un film qui va toujours vers l'avant, et on va aller vers l'avant avec des questions. Donc, alors, une première question. Hi, Julia. This is Rodrigo Fonseca from Brazil, a big fan of Titanic. And your next movie is amazing. Could you tell us a few words about the production design? How was your work with your designer? Oh, wow, that's a vast question and a good one at the same time. Just to be sure, because production design, I want to be sure that it means, you know, it varies according to countries, what it means exactly. Do you mean like the artistic direction of the film? Yeah, so you mean image, sets, and all this? Yeah, absolutely, okay. So I think like the main thing we can talk about here is the way I treated the two different periods that are in the film. These periods, on an image level, I wanted them to be actually quite opposite in many ways. In the past, in the flashbacks, you have an image that is extremely homogeneous, that is extremely unified, very saturated in colors. We tried with my DP to bring up these very nostalgic memories of Kodak disposable cameras that we had in the 90s, in which, you know, the colors were incredibly intense and dense. And to me, that's very nostalgic. So that's nostalgic because obviously that's what I look at when I look at my own family pictures, but also because it signifies a very unified society. At this moment in the flashbacks, we are aware that there is a virus, but they are not able to know which is the virus and the impact it's going to have on the society, right? So at this point, the fear is already there, but the society is still unified. I wanted in the present, so let's say between 7 and 10 years afterwards, I wanted the image to be incredibly desaturated, to be very cold, very bluish, very white, extremely contrast, to give some kind of like post-industrial feel to it, very metallic and harsh. And to me, that's a way to express that in the present and between the past and the present, fear has like insidiously seeped into the entrails of society and torn everything apart, leaving people just like basically in their own loneliness, because obviously we know that fear has this power of like setting people against each other right away. And this is the big difference between these two images, a very homogeneous one, a very heterogeneous one, because in society in between has changed, because we know, but in the present, but we don't want to know. And I think that's the catalyst for all this repeated trauma. On peut peut-être aussi demander à Séverin Favriot, justement, sur le sound design, comment vous l'avez travaillé avec Julia Ducournau, puisqu'il y a des vibrations et du tremblement, il y a des choses plus moelleuses, enfin, et c'est vraiment particulier, c'est presque un personnage, c'est presque un dialogue. Effectivement, de toute façon, le cinéma de Julia demande de créer une réalité qui est propre au film, et ce qui est difficile, à la limite, je dirais, c'est les parties qui sont les moins impressionnantes au niveau du son, parce que les parties impressionnantes au niveau du sound design, elles sont pas forcément simples à chercher, mais on sait à peu près vers où on va, alors que le quotidien, quel est le quotidien de la réalité d'un film de Julia Ducournau, c'est, à la limite, je dirais, c'est ça qui est le plus compliqué à trouver. Et alors qu'au début, je m'étais dit qu'on allait se diriger vers quelque chose de l'ordre de la... comment on dit, la propagation, je voulais intimer la propagation du virus par le son, donc par des courants d'air et par de l'air qui se propage et tout. Et en fait, il s'avérait que ça n'était pas très efficace. Et à un moment, enfin, quand après avoir fait la scène de Portishead, et on arrive dans la salle de bain et j'ai trouvé cette idée de basse, parce qu'en plus,
Alpha, Mélissa, quand elle est un peu comme ça, parce qu'elle est post-alcool, donc elle est un peu dans les vapes. Et je me suis dit, on est un peu comme dans un bateau, il y avait ces basses qui arrivaient, et j'ai eu l'impression qu'on enfermait bien ces personnages et l'histoire dans des basses, dans le tréfonds. Et que, après, j'avais fait la salle de classe aussi de Finnegan, et je savais pas trop comment attaquer cette scène, parce que cette scène était en son, au début, un peu anodine, en fait, au niveau sonore, hein, je parle, parce qu'elle dit énormément de choses dans le film. Et en même temps, je voulais quand même quelque chose, et Julia aussi me demandait quelque chose pas de désagréable, mais en tout cas quelque chose organique. Oui, pas dans le confort. Et le fait d'avoir trouvé des bases comme ça qui enfermaient encore une fois ces personnages et un certain mal-être et même physique, fait que là, je pense qu'on avait trouvé un fil et après on a pu dérouler le... Si je peux me permettre juste de rebondir 2 secondes là-dessus, je crois aussi qu'une de nos perspectives majeures, c'était que tout soit ressenti depuis l'intérieur du corps du personnage d'Alpha. Tout est ressenti depuis son intérieur, d'où la violence évidemment du son parfois. Je pense à la scène de la piscine, beaucoup plus simplement la scène effectivement dans la salle de bain où on la découvre après la fête où elle est revenue ivre. Là, on se met complètement dans sa tête de quelqu'un qui a la gueule de bois. Il y a donc assez Larsen, très désagréable. On sent bien qu'elle n'est pas dans le même univers que sa mère, où là, le son est beaucoup plus normal, beaucoup plus dans la réverb de la pièce. Et en fait, vraiment, je pense aussi à la scène des échafaudages, à la fois dans l'iconographie du film, dans le traitement de l'image et dans le traitement du son de manière extrêmement essentielle. L'idée, c'était vraiment d'être dans le ressenti, dans les peurs du personnage principal. Voilà. Une autre question? Hi there. Dylan Fernando, Films Fatale Canada. This question is for Julia and Tahar. How did you both build and develop the character of Uncle Amin? So when I first read the script, it was all there. I mean, sometimes you have some questions and a lot of questions for a director just to build your character and build his mindset. But in this case, everything was there, and the conversation we had around the character was more, I don't know, not in details, but what he feels, who he is, and his relationship with his sister, his niece, and with the movie itself somehow. So living through this character for me was something very strong. And what I loved with Julia when I first met her was like, because from my point of view as an actor and from my personal experience, you only know a director when you first start shooting, like the first day. So you have ideas when you meet somebody. And I had this sort of pre-feeling that we would, like, I don't know, speak the same language, have some sort of, I don't know, common vibration. And on the first day, something happened, and it never happened to me before. It clicked right away. First day, first sequence, first take. I don't know what happened. It just clicked organically. And we looked at each other, and it was an important moment because as an actor, when you feel that, the first second, you're like, okay, right, what I felt was right. So I can give like everything I have to this movie, to her, and then just travel through this emotional road that we've been through. And it felt like we trusted each other in a very, I don't know, specific and special way. And I really loved it, yeah. Yeah, I don't have much to add to that. I mean, I'm glad he's saying it. It's really nice to hear. I obviously feel exactly the same way. I just want to add that Tahar did an amazing prep job before the film. He worked with an organization that helps drug addicts in Paris for 3 months, and he went almost on a daily basis to work with them and to meet with addicts and to talk about their lives and to get to know them. And I think that's absolutely remarkable. Obviously, he sustained an incredible weight loss. That's pretty obvious, and that was already a feat in itself.
But his work with the association was really something incredible, because every time I would see him, like the week after week, I would see him. And I was not acknowledging the weight loss, because it's not like I was checking on his scale all the time, like, did you lose 1 kilo today? Because I'm not that monster. But I could acknowledge that every day he had, you know, integrated within himself, not even within the part, but within himself, some gestures, some looks, you know, some little tics and stuff. And all over the 3 months of the preparation, I could see him becoming the character because of that. And that was absolutely spectacular. Une autre question, je crois. Là, voilà. Bonjour, je m'appelle Yael Kahn, je suis journaliste française. Ma question, elle est pour... Je suis Yael, journaliste française. Ma question, elle est pour vous, Tahar. Vous êtes adepte de nombreuses transformations physiques. On l'a vu notamment dans Le Serpent, Monsieur Aznavour désigné coupable, maintenant dans Alpha, entre autres. Vous êtes donc un acteur caméléon. Est-ce que accepter de tels défis, pour vous, c'est vous challenger? Comment vous vous êtes préparé dans ce rôle particulièrement dans Alpha? Et comment vous l'avez vécu, vous, dans votre quotidien? Oui, alors c'est des challenges très souvent que j'aime me mettre pour plusieurs raisons, parce que j'appréhende mon métier, j'aime essayer de retrouver cette virginité que j'ai eue la première fois quand je l'ai fait, qui est... Enfin, une première fois n'existe qu'une première fois, et après on essaie de courir après, et si on fait pas, on prend pas des risques, on s'en rapprochera jamais. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin pour essayer de me dépasser. Et ouais, donc c'est forcément des challenges, et j'aime beaucoup ça. Après, cette histoire de transformation, de composition, ça arrive quand le personnage et le film le permet. Sinon, c'est pas quelque chose auquel il faut penser. Et dans ce cas-là, ça s'imposait de fait. Il fallait qu'il soit dans un état physique qui corresponde au personnage, sinon ça marchait pas. Donc on en a parlé avec Julia, évidemment. Mais il y avait un physique à atteindre, mais j'ai eu la sensation qu'il fallait que j'aille plus loin. Elle m'a pas dit ouais, va aussi loin. Il fallait que ça marche. Mais à un moment donné, j'ai poussé plus loin parce que j'avais la sensation qu'il fallait que je vive quelque chose, peut-être de manière un peu égoïste, mais comme une sorte d'expérience. Parce qu'un rôle comme ça, c'est un cadeau. D'ailleurs, je te remercie encore. Et je te remercie aussi de nous avoir filmé aussi bien et de cette manière-là, parce que j'ai réalisé hier, quand je l'ai vu la deuxième fois, c'était assez particulier. Donc, merci encore. C'est avec amour. Merci. Et c'est réciproque. Après, le travail, c'était un gros travail, évidemment, de régime. Mais ça, c'est la porte d'entrée. Parce qu'ensuite, il faut créer un monde. S'il s'agissait simplement, entre guillemets, de perdre du poids et d'avoir une apparence physique, ça aurait été plus simple. Mais après, ce qu'il y a à construire derrière, c'était justement tout le travail qu'on a fait avec l'organisation Gaïa, que je remercie au passage, où j'allais justement les observer, discuter avec eux et passer du temps avec eux. Alors ensuite, il y a toute l'espèce de physique qui s'installe, les mimiques qu'eux, ils ont, mais il ne fallait pas les fabriquer. Donc le seul moyen pour moi de pouvoir les vivre, c'était non seulement d'aller très loin physiquement, mais aussi de pouvoir m'installer dans un mindset qui leur rende hommage quelque part. Parce qu'ils sont regardés comme des fantômes dont les gens ont peur dans les rues. Et c'est triste parce que quand on commence à parler avec eux, c'est des êtres humains pleins de lumière, pleins d'humour. C'est juste qu'ils ont essayé de combler un vide avec un produit, et c'était au mauvais endroit, mais aucun d'eux n'a envie de se retrouver là. Et de trouver qu'en fait, au milieu de ce côté très très sombre, il y avait toujours de la lumière, c'est ce que j'ai voulu aller chercher quelque part. Et de pouvoir l'injecter dans le personnage d'Amine, qui, à mon sens aussi, il y avait une autre dimension dans ce film-là, qui était presque spirituelle, où je le vivais un peu comme un ange, une sorte d'ange déchu à qui on a coupé les ailes et qui se retrouve perdu dans un monde auquel il n'appartient plus et qui demande simplement à laissez-moi partir, je veux retourner à l'état auquel j'appartiens. Et finalement, ce qui est beau dans ce film-là, c'est que tout le monde va s'aider à se libérer. C'est-à-dire que lui reste, d'une certaine manière, il a une mission, c'est d'ouvrir les yeux et de mener un petit peu par la main Alpha, qui deviendra une version réussie de Amine, d'une certaine manière, dans cette famille. Et elle va le libérer. Et en même temps, elle libérera sa maman. C'est pour ça que c'est plein d'amour, ce film, en vérité. Parce que finalement, l'ombre, c'est juste de l'absence de lumière. Nous avons une autre... Nous avons une autre question.
tout là-bas. Voilà. Yeah. Arash Azizi, Iran Wire and the Atlantic. The question for Julia, you have a really masterful way of making the films almost sort of disturbing as a viewer in every scene. There's a sort of intensity throughout. And yet, as you see, and the message of the film, and also in your public statements, there's a lot of love and warmth and humanity that comes. My question is, what does that artistic choice say about that? Like, why do you want us to be disturbed in every scene, and why do you choose to show that warmth that way? Well, first, the disturbance is not something that I seek. I think probably it's a collateral to what I'm trying to do, which I completely accept, and I think is absolutely predictable. But it's not something I seek. I think what I seek is really because ultimately I think that's what not only cinema but art is for, is to put yourself in the shoes of someone you don't know, of someone you'll never be, and to feel them. And I think the closer you get to the skin and the more you get under the skin of someone else, the more love there is, the more empathy you can trigger. And it does imply some violence, but I do intend to make you feel the pain that other people feel. To me, that's the only way to feel the love as well. So, again, it's a collateral, but I think it's a must. Une question ici. Hello, I'm Janet Nepales from GMA7 Philippines. My question is for Julia and Melissa. Talk about casting Melissa for this role, and Melissa, how did you prepare for your part? Je pense que la préparation avec Julia, comme elle le disait tout à l'heure, ça passe vachement par le corps. Et la préparation, pour moi, elle a été vachement physique aussi, beaucoup moins que celle de Tahar, bien évidemment, mais on a beaucoup fait de sport, beaucoup de préparation physique aussi, des cascades, de genre de choses, et c'était assez intense pour moi qui n'est pas du tout sportive. Vraiment pas. Mais oui, la préparation, elle est super importante. On a fait énormément de répétitions. On n'arrive pas sur le tournage, on ne fait pas de l'improvisation. On peut avoir des moments d'improvisation, mais c'est vraiment très, très, très préparé. Et je me sentais vraiment très... j'avais les armes pour commencer le tournage, grâce à Julia surtout, et qui m'a jamais lâchée avant la préparation, pendant le tournage. Je me suis jamais sentie abandonnée, même si Julia est très exigeante. Quand ça ne va pas, elle le dit. Quand ça va, elle le dit. Et elle était 100%. Elle m'a donné 100% de son temps. Et je t'en remercie. Merci chérie. Mais c'est mon métier, mais merci. En plus, je l'ai fait avec amour. C'est pas le cas de tout le monde. As far as the casting question is concerned, I'm sorry, where are you? I can't see you, and I like to get people high. As far as the casting, I mean, to start with, I didn't want to work with someone who was a minor. For that part, for many reasons. Some might tell you for production reasons. Obviously, we know that it's hard to work with minor in terms of like time on the set and stuff like that. But that was not that. Actually, I didn't feel like explaining this film, to someone who was extremely young and stuff like this. Who was the age of Alpha, let's say. And also, I felt that the part itself had a huge spectrum of emotions that would have been incredibly hard to get from someone who is still very young in life. And so from the get-go, we started casting young women from 16, to 20, something like this, who looked a little bit younger than their age. So that's the first technical part of the cast. And obviously, when I met Melissa, for me, it was an obvious choice. I didn't meet her right away. I made her come back a little bit because obviously I don't know her, and I have to see, how I can talk to her and how I can adapt my language to her and if she understands it. And as a matter of fact, sometimes I feel, that I digress a lot, as I'm doing right now. But she understands it perfectly. She was never lost when we were in casting.
I speak very fast when I work, and I'm like, okay, so you see this line, you do it like this. The tone here, the accent is here. The accent, you go down here, and then you go this. You look this, you do that. And she was like, okay. And she did it perfectly, and was like, "Oh my God, that kid is a wonder. That kid is incredible." She was gold right away, and she also, I mean, beyond obviously her immense talent as an actress, she has something that I really recognize myself in, meaning that Melissa and I are still very childish. That was important for the part. That's important to me in my life because that's part of who I am. And you know, this kind of like very nonchalant, careless difficulty to have some kind of body coordination is something that I find incredibly endearing and that I feel and relate to. And she definitely has this too. And that's, yeah. And I'm saying this as a joke, but like there is some comedic aspect to the character. I think every time you have a teenage character, there is a comedic aspect to it because it's this age of teenage years is an abomination of nature. I mean, really, it's extremely funny. Your personal tastes are a disaster. You think you know everything, you know nothing at all. People treat you either like an adult or a child, nothing in between. You don't know who you are, you stink, your body moves. I mean, it's a huge mess. And so you have got to have someone who bears this comedic quality with them when you cast them, and Melissa also definitely has it. Une autre question là. Bonjour, Leila de The Independent. Bravo pour votre film. J'avais une question pour vous et pour Tahar. La famille est berbère. Vous utilisez la langue berbère dans ce film. Ça m'a surprise parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre cette langue d'habitude au cinéma. Et Tahar, vous ne parlez pas berbère de base, c'est pas votre langue de base, et encore moins golshifté, je pense. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix très particulier de mettre votre caméra dans une famille qui parlait le berbère? Je pense que c'est pas anodin. Et vous, Tahar, vous êtes le benjamin d'une grande fratrie. Et donc vous incarnez le rôle d'un Amine, je ne sais pas si c'est le Benjamin ou autre, mais en tout cas il fait partie d'une fratrie assez joyeuse. Est-ce que le film a eu un impact sur vous en dehors des caméras, finalement sur votre façon de voir la famille, ou vice-versa, parce que c'est, sans spoiler ce qui se passe, c'est particulier le rôle d'Amine dans cette fratrie, et je ne pense pas qu'on en sorte indemne de ce tournage-là après. Alors, juste pour répondre à votre première question, donc moi je suis moitié kabyle par ma mère. Donc mes grands-parents parlaient berbère, certaines de mes tantes aussi, et ma famille est un matriarcat. Donc en fait, tout ce que vous voyez dans le repas de l'Aïd, c'est vraiment mon enfance. Donc voilà, non, ça n'a absolument rien d'opportuniste, et c'est une scène que évidemment j'aime beaucoup parce que pour moi c'est un pur shoot d'enfance, cette scène, et j'espère aussi, je veux dire, au-delà du fait que ça parle berbère, tout ça, j'espère que au-delà de la culture, que n'importe qui peut se reconnaître dans ce chaos quels sont les repas de famille, qui sont à la fois une énorme tannée auquel personne n'a envie d'aller. En même temps, c'est toujours un peu drôle parce que ça crie dans tous les sens, ça s'engueule, il y a des gens qui prennent mal les choses, après ça rigole, ça rappelle les souvenirs d'il y a 30 ans, toujours les mêmes, tout ça. Et en fait, je trouve que ça dépasse en fait le cadre de ma scène et de ma famille, et c'est quelque chose, être un enfant là-dedans, être paumé là-dedans, et à la fois se sentir appartenir à ça, et aussi complètement en décalage par rapport à ça, surtout quand on est biculturel et qu'on parle pas la même langue que ses grands-parents, c'est quand même c'est une situation qui est un petit peu particulière parce que on se comprend par l'amour, mais on se comprend pas dans la vie. Donc en fait, c'est au ton qu'on comprend. Moi, je sais que ma grand-mère, quand elle me parlait, il y avait le ton, je savais si j'avais dit ou fait une bêtise ou pas, quoi. Moi, je suis allée trop loin, il faut que je disparaisse 2 secondes. Mais voilà, j'aime beaucoup Sunset pour ça, parce que je crois quand même, c'est comme ça en tout cas que je vois la famille en général. Pas juste ce genre de famille-là qui habite en cité, qui est tout ça, qui est un grand matriarcat. Mais juste pour revenir du coup, pour insister sur le truc du matriarcat, parce qu'après je vais laisser la parole à Tahar. Alors oui, évidemment, c'est
c'est une famille dans laquelle les hommes sont un peu dépassés par tout ce bruit, toute cette force, cette énergie déployée de toutes parts de manière assez chaotique. Ils n'ont pas forcément leur place. D'ailleurs, il y a un plan dans cette scène-là où on voit le grand-père comme ça se lever, il dit rien, il est très calme, il va s'asseoir, il est très spectateur de ce qui se passe. En fait, et finalement, le seul homme qui parle à table, c'est le copain Benny, qui est français, raciste. Mais bon, vu qu'il fait partie du même bloc d'immeubles, c'est la famille. Voilà, les années 90, c'était ça. Et je trouve ça marrant de se dire que les hommes de la famille ne s'expriment pas du tout. Enfin, marrant, voilà, c'est pas drôle, mais il se trouve que dans un matriarcat, c'est comme ça. Donc oui, pour le personnage d'Amine, c'est incroyablement écrasant. Ça peut donner des pistes aussi sur sa solitude, sur cette envie d'ailleurs, en fait, cette envie d'exister en dehors de ce salon, de ce repas. Et d'ailleurs, on le voit pendant le repas, il fixe la porte d'entrée, il veut sortir et il veut s'échapper par tous les moyens qu'il a, y compris donc par la drogue. Et c'est pas du tout la seule réponse à ça. Mais ça peut en faire partie, ouais, je pense. Attendez, excuse-moi, Tahar doit répondre à la question. Pardon. Mais tout a été très bien dit d'ailleurs. C'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Après, j'ai dû apprendre le kabyle, qui n'est pas ma langue, qui n'était pas simple, c'était des heures de travail. Mais j'ai été... quelque part, ça m'a vachement touché. En tout cas, en le lisant, ça donne des réponses aussi au personnage. Ça permet de comprendre un peu plus qui il est, sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit en pleine tête, comme ça, de dire « Ah, ben voilà ce qu'il a vécu, etc. » J'aime beaucoup ça dans les films, moi, quand on fait mi-chemin avec l'écran. On me dit « Viens, on se rencontre au milieu. » Et ça me donne de la matière à réfléchir. Et aussi, ça m'a permis aussi de créer des relations avec le personnage de Golshifteh, parce que je me dis que finalement, c'est la seule qui le regarde, qui l'écoute, qui l'entend. Et ça, c'était pour la partie... la construction du personnage, mais sinon, oui, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Et ce qui était génial, c'est quand je lis cette scène-là et je vais sur le plateau, moi, je suis le dernier d'une grande fratrie de 9 enfants et j'ai été élevé aussi beaucoup par mes 4 sœurs et ma mère. Donc quand j'arrive sur ce plateau et je suis avec des femmes partout, plus cette scène-là, moi, personnellement, c'est un truc que j'ai pas eu à travailler. Je me sentais en sécurité, un peu chez moi, dans mon enfance. J'allais me réfugier aussi, histoire de pas me faire briser. Je rigole. Mais voilà, ça m'a apporté ça, surtout. Une autre question, là-bas. It's Yannis Raouzeos from Greece. Thank you for this astonishing work. I mean, it was really, really great work this time. Even better, I would say, than Titane a few years ago. So much better, I would say. In a very good manner. I mean, I take it. I mean, yes. It's a path forward. Thank you. And I would definitely like to speak a little bit about this combination of familiarity and unfamiliarity in this film and in your other films, but we speak about this one, and the role of all this combination of dreamy-like atmosphere, the bleak colors of the present, the more colorful but still sad colors of the past, that create a touch of the uncanny, as we can describe. Yeah. Talk to me a little bit more about what uncanny is for you as a notion in art in this film and in your work in general. Thank you so much. No, thank you for your question. I love it. I think the word uncanny is absolutely right. Absolutely right. I really like this word, actually. I don't know if you'll tell me, I don't know if you've noticed, but I slipped some I tried to make it unpretentious, but slipping some references is always pretentious. So let's take it on me that I'm being pretentious doing that. But I slipped some little references of Edgar Allan Poe in the film, who's obviously one of my favorite authors. And well, there is the dream within a dream in the classroom. There is the Mask of the Red Death in the bar. There is something that you actually don't see, except if you pause it and maybe you zoom into the image. But the bus stop where she goes at the end of the film is called Valdemar, which is from The Curious Case of Mr. Valdemar.
Anyway, so the term of uncanny is absolutely precise and just here. I think as far, let's say, to differentiate the way I used it in Alpha compared to Raw and Titan, is that in Alpha I really tried to aim at it in a very, let's say, in a more exposed way than I used to, in the sense that as much as I wouldn't define this film as a genre film, to me it's a drama. I do convey some very unrealistic iconography in it. But I tried all my best, because if I had, again a digression, if I had, I think it would have been against my intention with this film. I tried to destroy this kind of like glass ceiling there is in genre, which is the distance. Because genre brings you a safety distance to what you're seeing. Obviously, you know, ghosts are not real. I mean, some people think they are, but that's their thing. But like, ghosts are not real. Like, I don't know, like a huge monster, like King Kong is not real or whatever. You know, you're not going to get out of the theater being chased by a serial killer with a white mask or whatever. So there is this safety distance, right, where you're scared on the moment. But then when you get out of the room, you just go on with your life and you have cathesized. That's something that as an audience, I love. I'm a huge fan of that, right? But here I tried to do almost the opposite. I really tried to not use, let's say, I don't want to say genre, let's say unrealistic imagery in a way that actually exposes you, me first, and hopefully you as well, in your zone of discomfort as far as your own body is concerned, as far as your mortality is concerned, and more importantly, as far as your vulnerability is concerned, because this is how you can have emotions seeping in like this. And the way I present the first few times where I present the disease in the film. It's never an installation. It's just something you pass by, you see that, and you're like, yeah, because there is nothing happening. This is people dying. You know, it's not like, I don't want to make any effect around it. They could look like whatever they look like. They're people dying, and they're people who need health care badly. And that's all I wanted to portray there. You know, like, I tried to not make you feel safe in that distance in the way that I wanted you to believe that that disease is a disease, all right? And that's it. So this is something that is flirting between familiarity and infamiliarity in a very insidious way, I think. And when I thought about this idea of the recumbent effigies that they become eventually when they die, I thought about many things. One, for me, it was a way also to elevate the mortality of all the people that we lost in the pandemic in the 80s and 90s to something very sacred in a non-religious way. Obviously, for me, sacred always comes from the human in us, always comes from humanity. And it was a way for me to make them beautiful, to build a monument to them, and to make them eternal in a way. And also that's the same kind of relationship I have towards the red wind at the end, because Alpha ends up with a lot of red dust on her. Like, the memories of all that we lost are still under her skin, and they will remain there at the same time. You know, it's like the mourning is happening, the grieving is happening, but they're there. You know, they're under the skin, and that's important to me. And the second reason why I chose this idea of the recumbent effigies is because I wanted to see within one body coexist life and death. To some extent, I did this in Titan with the metal, but metal is can be still a very alive material, because metal can be in fusion. It can change, you know. Stone doesn't. Stone is dead stone.
Like, there is nothing, like the only thing you can get from it is dust, but dust is still stone. It cannot mutate. So for me, the absence of mutation, generally in life, is the equivalent of death for me. If you don't transform things, you are dead, all right? That's how I see things, because I believe in mutation, and I believe in transformation. And so I wanted the uncanny part is where it coexists within the very lively flesh and something that is definitely deprived of any form of life. And I think that's a very disturbing image, and that's the closest I can express my fear of death. Yeah. Et nous avons une dernière question. Le temps file. Oui. Bonjour. Allez, voilà, ici. Bonjour, ma question c'est pour Jules. Je suis Letícia Lass du Brésil. J'adore Grave. Et Grave et Titane, ils sont une forme de libération sexuelle féminine à travers du body horror. Et c'est comme si libérer ces démons en permettait d'accéder à soi-même. Mais dans Alpha, cette libération semble absente. Et la sexualité, c'est un peu en interdiction, en répression. Et je voulais savoir pourquoi vous choisissez d'explorer ce changement de perspective et la dimension plus sombre du désir et du corps. Can I ask you first a personal question? It's absolutely not exposing, I swear. Just like, how old are you? 36. Sorry? 36. 36? Okay. Oh, so, well, we're 5 years difference. I'm 5 years older than you. Because in the 90s, which is, to me, the time that I set my present in the film, again, anyone is free to see it as just the past, but to me, it's the 90s. In the 90s, it's the time where, you know, we knew about AIDS. We knew about the count, the body count, you know, the horrendous body count every day. We had known that for like many years now. And yet everyone kept on pointing fingers. You know, it had been years, and for many, many years, and I want to say even decades, people have been kept on pointing fingers. You know, like, you have it, it's your fault. It's because of your lifestyle. It's because you did this and you did that. And the shame and the guilt tripping and the way basically an entire, not even society, but an entire world went so low that left traces, because that's not a good look on us. That was never a good look on us, and that's still not. Because I think that's something that is still, to me at least, maybe to other people too, still very traumatizing. And I think that's something that we still tend to push under the rug. That we don't want to see like, no, it really was like that. Yes, it was like that. Like, people were publicly shamed. People were like, I remember even like in, you know, in the courtyard at my school, when a kid would bleed for whatever reason because they fell down at soccer, you would see blood. All the kids, exactly like in the swimming pool. No one would play with that person for 2 days because God knows he's bleeding. He probably has AIDS, you know. It's like, and the whole thing with just breathing the same air became incredibly difficult. That's a horrendous part of our history, I believe, and it left tremendous marks on, I think, our generation, because I believe we are more or less, even though I'm older, of the same generation. And when you think of this incredibly backward movement as far as ethics are concerned, as far as morals are concerned, as far as humanity is concerned, that we experienced at that time. And when you think about the 70s, where it was the moment of like freedom of sex is healthy, you can have all the sex, no one's gonna judge you, no one's gonna shame you. And what we got is, if you even think or dare thinking about sex, you're a crazy slut who's gonna contaminate me, or I'm gonna contaminate you, everyone's a danger, I don't trust anybody, sex is bad, sex is taboo. And that's why she doesn't feel comfortable trying to have her first sexual experience. That's it. Je vous remercie beaucoup.
La conférence de presse donc s'arrête. Il y avait encore plein de questions, ce qui prouve que ce film est absolument passionnant. C'est un film inoubliable. Je vous remercie. Je m'excuse auprès de certains qui n'ont pas pu parler, mais on a fait comme on a pu, mais parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Génial. Je suis désolée. Donc voilà, merci beaucoup et merci à l'équipe du film. Le film est magnifique. Je sais, moi, je sais.